Rebonjour tout le monde, on est là pour parler, répondre à une question, en débattre. Le droit d'auteur est-il un frein à l'innovation ? Donc moi je vais parler avec une casquette assez multiple. J'ai monté ma boîte il y a 16 ans et je suis à la fois, j'ai un label, je suis éditrice sociétaire de la SACEM, mais j'ai une agence de stratégie numérique et on fait beaucoup de veille sur tout ce qui est innovation, organisme de formation aussi, certificat LIOPI, et je suis membre de la commission innovation du CNM et j'ai écrit un livre qui s'appelle L'artiste, le numérique et la musique. Donc ces questions-là m'intéressent et j'ai une casquette de programmation et de modération de conférences, comme vous le voyez. Bref, l'idée c'est d'aborder un petit peu cette question et surtout d'interroger une espèce d'idée reçue ou de petite musique qui s'est installée depuis pas mal de temps maintenant, beaucoup à l'initiative des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ou ce qu'on appelle maintenant les magma, Meta, Amazon, Google, Microsoft et Apple, c'est toujours les mêmes. C'est un rebrand, mais c'est toujours les mêmes. Et dans cette idée que le droit d'auteur serait un frein à l'innovation. Mais bon, en fait, de quoi parle-t-on ? J'aime bien un petit peu aller creuser derrière ces idées un peu toutes faites. Est-ce que les startups en France, en Europe aussi, ont des vrais problèmes avec le droit d'auteur ? De quoi est-ce qu'on parle ? De quelle innovation est-ce qu'on parle aussi ? Et c'est quoi les vrais enjeux à court terme, à moyen terme, à long terme aussi de ce discours ? Et donc, avec moi, j'ai des personnes formidables à savoir. Donc, je vais faire dans l'ordre. Alors oui, juste, il y a une personne, parce que le logiciel a attribué une tierce personne qui n'est pas ici, comme vous le voyez, et qui sera sur le panel demain en anglais sur à quoi ressemblerait une IA respectueuse de la planète et du droit d'auteur. Donc les sujets sont très liés. Bref, donc nous avons donc Aurore Souvia, qui est avocate en IA Tech et propriété intellectuelle. Nous avons donc dans l'ordre David Elsayek, qui est directeur général adjoint de la SACEM. Nous avons Marc Zisman, qui est Chief Music Officer chez Qobuz, la plateforme de streaming et de téléchargement, et Mathilde Neu, qui est cofondatrice et vice-présidente de Musique Tech France, entre autres, qui a aussi une agence dédiée aux startups de la musique. Voilà. On va commencer parce qu'on a beaucoup de choses et je suis contente de voir l'engouement sur cette question. Je voudrais commencer par vous poser une question, revenir un peu sur la scène de crime. Pourquoi est-ce que le droit d'auteur est perçu comme un frein ? Et est-ce que c'est juste une histoire d'argent ? Qui voulait commencer à répondre à ça ? Donc, par exemple, comment est-ce qu'on calcule le montant à payer en termes de droits d'auteur quand on est une start-up ou quand on est la SACEM et qu'on reçoit des demandes autour de cette utilisation des droits d'auteur ? Est-ce que ça dépend des usages ? Est-ce qu'on peut donner quelques petits repères sur comment se calcule ce frein qui est souvent considéré comme d'abord financier et soi-disant insurmontable ? Qui voulait se lancer là-dessus ? Je veux bien commencer sur le sujet. On nous dit beaucoup que le droit d'auteur est un frein à l'innovation. Moi, personnellement, je travaille sur des sujets à la croisée du droit d'auteur et de l'intelligence artificielle depuis déjà 3 ans. C'était des sujets qui étaient parfois pas forcément transverses et qui le deviennent. Et dire que le droit d'auteur est un frein à l'innovation, c'est un petit peu méconnaître l'état de réalité. C'est-à-dire que là, tous les outils d'intelligence artificielle qui se sont développés au cours des dernières années ont été développés en pillant ce qui existe sur le web, en scrapant le web, sans demander d'autorisation préalable aux auteurs et sans mettre en place de système de rémunération. Donc déjà, d'un point de vue hyper pragmatique, est-ce que c'est un frein à l'innovation ? Visiblement pas. Après, est-ce que ça peut le devenir ? Parce que forcément, le droit intervient toujours à rebours des situations d'innovation technologique, et c'est un reproche qu'on fait beaucoup au droit, alors qu'en fait c'est normal. Le droit n'est pas là pour empêcher l'innovation et pour la prédire. Maintenant, une fois que ces nouveaux GAFAM sont arrivés, qu'ils se sont développés en ne rémunérant pas les auteurs, en ne leur permettant pas d'exercer leur opt-out quand ils avaient envie de le faire, la situation juridique, c'est de remettre le droit d'auteur un petit peu au cœur et de se dire comment on fait pour qu'en fait, cette richesse qui a été créée par l'innovation, elle ruisselle jusqu'à nos auteurs. On précise l'opt-out pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est ? L'opt-out, en fait, c'est le principe de pouvoir, pour les auteurs, refuser que leurs œuvres soient exploitées à quelque fin que ce soit. Et en fait, en droit français, en droit européen, on a ce qu'on appelle, les éditeurs d'IA se basent sur l'exception de fouille de données.
ça va être leur défense judiciaire pour dire on avait le droit de scraper des œuvres et de les utiliser comme on a fait. Mais attention, cette exception de fouille de données, c'est une exception au droit d'auteur. Donc en fait, ils peuvent avoir le droit de le faire, mais il y a une exception à l'exception qui est de permettre aux auteurs d'exercer leur opt-out, ce qui n'a pas été fait au moment où ils ont entraîné leur modèle d'intelligence artificielle. Et l'opt-out, c'est par rapport à l'opt-in, qui est le fait de dire « je veux bien ». C'est le principe de refuser versus le principe d'accepter au préalable. David ? Je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors, on va quand même aller pousser un cran un peu plus loin. Et bien évidemment, le droit d'auteur n'est pas un frein à l'innovation d'une manière générale. C'est vrai pour l'IA, mais c'est vrai pour le reste. Quand on prend un peu de recul, certaines perspectives, on voit que le droit d'auteur s'est toujours adapté à toutes les innovations. Aujourd'hui, c'est l'IA, mais il y a 40 ans, c'était le satellite. Il y a 20 ans, c'était l'Internet. Et on a toujours trouvé des solutions. Donc le droit d'auteur, il a une grande qualité, il a une forme de plasticité qui lui permet justement d'appréhender tous les nouveaux modes d'exploitation. Alors c'est vrai que quand il y a une grande disruption, c'est plus compliqué. Quand Internet est arrivé, ça a bouleversé les schémas de distribution qu'on connaissait au préalable. Et ça a amené bien évidemment des débats à l'époque très animés sur la licence légale, sur le téléchargement illicite. Et puis, bon an, mal an, les acteurs, les sociétés d'auteurs, les producteurs, toute la filière s'est organisée et on a vu naître le streaming avec un très bon représentant à mes côtés, un streaming de qualité et éthique, et d'autres plateformes qui ont connu un succès, puis un modèle a été inventé en respectant les droits d'auteur. Et aujourd'hui, on est un peu comme on était au début des années 2000 avec Internet. Il y a une bulle spéculative, énormément d'investissements sur les sociétés d'IA, un état de l'art compliqué parce que les IA d'il y a 2 ans et aujourd'hui, elles ont beaucoup évolué et je pense qu'elles évolueront encore beaucoup dans leur fonctionnalité, dans leur utilisation. Et on a du mal à voir encore où va s'arrêter l'IA et quels sont les acteurs qui vont gagner parce qu'il va y avoir un phénomène de concentration. Aujourd'hui, on a une pluralité d'acteurs, on a des startups, on a déjà les GAFAM, donc on a les usual suspects, mais on verra bien, ce monde va se concentrer. Et des créateurs ou des titulaires de droits, d'une manière plus générale, ce n'est pas que les créateurs qui courent après ces évolutions et qui essayent de faire respecter bien, leurs prérogatives. Alors je dirais qu'il y a 2 choses quand on applique le droit d'auteur. Il y a bien évidemment la rémunération qu'on peut demander. Ça, c'est des négociations et je pense qu'on trouvera une solution, on trouve toujours une solution. Je n'ai jamais vu, quand le streaming est arrivé, moi j'étais le premier à négocier le contrat Deezer à l'époque, ça s'appelait Blog Music. On ne savait pas comment ça allait fonctionner, on ne savait pas qu'il allait avoir un abonnement payant, on ne savait pas facturer, on n'avait aucune idée de comment réguler un nouveau mode d'exploitation qui était sur l'abonnement, alors que tous les modes d'exploitation, ce compris iTunes, étaient sur la vente à l'unité. Donc on a trouvé des solutions. Ben pour l'IA, ça sera la même chose, on trouvera des solutions. Il y a un deuxième point qui est souvent pointé du doigt par, je dirais, ceux qui considèrent que le droit d'auteur est un frein à l'innovation, c'est les coûts de transaction liés au droit d'auteur. On nous explique concrètement, c'est très compliqué, il y a une multitude d'ayants droit, et au fond, le temps passé à négocier, c'est du temps à ne pas développer de nouveaux services. C'est ça un peu le discours quand on essaye de regarder. Et là, je dirais que c'est faux, parce que là aussi, le marché s'organise. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une pluralité d'acteurs à qui il faut demander des autorisations, mais une société comme la SACEM ou d'autres sociétés de gestion collective, elles sont justement une solution. On représente des millions de créateurs. Lorsqu'on a été les premiers au monde à exercer l'opt-out en octobre 2023, on n'a pas été demandé à chacun de nos membres s'il était d'accord, parce que techniquement, ce n'était pas possible. Donc ça a été un parti pris en vertu des apports qui nous ont été faits pour pouvoir exercer cet opt-out, et non pas pour interdire l'IA. On ne va jamais interdire l'IA. L'IA, elle est là, elle va se développer et tout le monde l'utilise. Et nous aussi, on l'utilise dans l'exercice de nos métiers. Mais pour trouver justement un point d'équilibre entre le développement des nouvelles technologies et une rémunération, parce que comme vous l'avez dit, maître, ces IA, elles se sont servies pour développer leurs services. Elles se sont servies sur des œuvres, sur des enregistrements protégés. Et c'est donc légitime que ces gens à qui on a utilisé, auprès de qui on a utilisé les œuvres soient rémunérés. Merci. Et effectivement, ça permet de bien imposer le cadre. Je vais revenir sur l'aspect rémunération, ou en tout cas fantasme autour de la facture qu'on appelle la douloureuse que s'imaginent les startups. Quels sont les clichés, ou en tout cas
ce que les startups, notamment chez Musique Tech France, en tout cas des startups qui se disent tiens, je vais innover dans la musique, Mathilde, se disent tiens, là, qu'est-ce qu'ils s'imaginent, qu'est-ce qu'elles s'imaginent que ça va être, et quelles sont les crispations? Est-ce que c'est vraiment une histoire de ah, ça va plomber mon modèle économique? Est-ce que c'est plus je vais me faire taper sur les doigts, ou mes investisseurs vont me lâcher? C'est quoi un peu les trucs récurrents qui reviennent? Oui, c'est vrai qu'en fait, on a immédiatement parlé des grands comptes, des grands acteurs tech, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs innovants dans le secteur de la musique qui sont des startups, qui peuvent même être des entreprises plus âgées, en tout cas des entreprises bien installées, mais plus petites. Enfin, il y a beaucoup de sujets. Et donc, quand on en vient, donc certaines qui doivent majoritairement travailler sur le droit d'auteur, déjà, ça n'a jamais été un frein. En tout cas, une entreprise, un projet qui veut travailler dans le secteur de la musique, donc qui va innover dans la musique, il innove avec la musique de base, sinon ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est bien ancré dans l'esprit des boîtes, en tout cas que nous, on a. Parce que Musique Tech France, c'est un collectif d'innovateurs dans le secteur de la musique. Donc nous, dans notre écosystème, l'objectif, c'est vraiment de connecter et musique et innovation, et de commencer à collaborer ensemble. Donc ça, c'est très ancré. Donc il n'y a pas du tout je dirais pas qu'il y a de crainte. En tout cas, personne ne vient nous voir catastropher en nous disant « Oh mon Dieu, les droits !» Pas du tout. C'est plutôt une question de ne pas savoir comment s'y prendre. C'est une question de connaissance, en fait, plus qu'autre chose. Et c'est ça, en fait, qui va poser un peu le souci. Et les personnes qui viennent nous voir, nous, donc Musique Tech France, on n'est pas spécialiste du droit d'auteur, c'est pas nous. Donc on les envoie vers la SACEM très souvent en disant bon, bah, en fait, tu dois parler à ces personnes-là. Et en fait, assez fréquemment, quand on vient nous poser cette question-là, typiquement, on est aussi partenaire de RAC Créatif, qui est un incubateur Musique Tech qui est basé à Lille. Et là, c'est des très très jeunes projets. Et donc, ils découvrent aussi et la tech et la musique. Donc, ça reste aussi très nouveau pour eux. Et en fait, se pose assez vite la question des droits en se disant « Ah mais tiens, je devrais peut-être... comment on fait ?» Et alors là, c'est un peu nébuleux pour eux. Donc, effectivement, la première friction que nous, on note, en tout cas, c'est question de connaissance, à qui je m'adresse. Et après, la temporalité des échanges et tout ça. Mais en tout cas, ça n'a jamais été... Il n'y a personne de réfractaire à toucher aux droits d'auteur. En tout cas, pas quand on est vraiment en train de travailler pour la musique. Ouais, je pense que c'est assez, effectivement... on fait passer un peu pour le bad guy, le droit d'auteur, là, dans la manière dont on en parle. Donc évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit autour de moi. Enfin, c'est une évidence. On rajoute deux mots, le droit et un auteur, ensemble. C'est un sens. Enfin, c'est un peu comme si est-il un frein à l'innovation? C'est un peu comme si on disait la police est-elle un frein au braquage de banque? Bah non, on sait qu'on ne va pas braquer les banques. Donc il y a un auteur, il y a du droit. C'est normal que les gens soient rémunérés. Alors, je prends l'exemple de Cobuzz. Bon, on n'est plus une start-up. On a presque 20 ans d'âge. On est né la même année que Deezer. Donc on est dans 26 pays, etc. Mais c'est vrai qu'au début, la règle du jeu, on la connaît. On voulait distribuer de la musique, au même titre qu'il y a 11 joueurs dans une équipe de foot. Bah voilà. Donc c'est-à-dire qu'il fallait qu'on aille signer des contrats. Donc on a été voir. Chaque fois qu'on ouvre un pays, on a une démarche légaliste. C'est-à-dire qu'on va voir les labels, signe des contrats avec les labels. On va voir la SACEM en France et tous les organismes du type SACEM. Et on fait ça dans tous les pays. Donc on va voir les SACEM, la GEMA en Allemagne, etc. Et dans chaque pays. Donc la règle du jeu, on la connaît. Après, il y a effectivement des histoires de pépettes qui rentrent en jeu ensuite, de négociations, etc. Mais ça arrive dans un deuxième temps. Mais c'est pas ça qui va freiner. Et c'est rassurant, effectivement, ce que tu viens de dire en disant que bah non, les gens, à première vue, ils veulent juste savoir comment ça fonctionne. Ils ont souvent une méconnaissance, mais ils ne sont pas plutôt en mode je vais essayer de contourner. C'est très très rare qu'on ait ce genre de discours. C'est plutôt à l'extérieur de l'industrie qu'on l'entend. Mais alors des startups qui s'intéressent à cette industrie-là, même si elles touchent à d'autres secteurs, c'est quand même un point tout le monde sait qu'il faut s'en occuper. Et il n'y a personne qui va se dire non merci. On aime bien aussi souvent citer un peu le parallèle, même si quand même il y a des différences avec ce qui se passe en ce moment, avec la naissance du sampling. Quand le sample est arrivé dans le hip-hop, l'âge d'or de hip-hop, donc milieu des années 80, début des années 90, c'était genre au voleur. Bah oui, il y a des gens qui ont créé un morceau, on fabrique quelque chose parfois génial avec un morceau. Bon, évidemment, tout ça s'est rentré rapidement dans les règles. On a établi des règles. Je disais à un moment, effectivement, il faut établir une règle du jeu, quoi. Donc, qui est arrivé assez rapidement. Il y a eu quelques grands procès emblématiques. Genre Gilberto Sullivan avec Bismarcky, etc., qui ont établi des règles. Donc je pense que là, tout le monde est foufou. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? On essaye de braquer la banque, mais bon, je pense que rapidement, on va trouver des systèmes, à mon avis, de fonctionnement. Mais je pense du coup, donc juste pour parce que je crois qu'Aurore veut réagir, mais donc ça veut dire peut-être une piste, ça pourrait déjà aussi être de la formation,
de la pédagogie, peut-être, je ne sais pas, un guichet de parcours de start-upers, start-upeuses qui passent par une formation sur le droit d'auteur et les bases. Oui, ne serait-ce que ça. Alors après, c'est facile de dire ça de l'extérieur en me disant il faudrait que l'industrie musicale donne plus de ressources. Enfin, oui, bien sûr, mais effectivement, d'avoir des ressources ou je sais pas, du conseil, des permanences, je sais qu'il y a des pistes, mais ça reste encore assez loin pour des acteurs. Typiquement, si c'est des personnes qui viennent de la tech, qui découvrent la musique, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Donc nous, c'est un peu notre rôle aussi, chez Musique Tech France, de faire un peu le passe-plat, parce qu'on n'est pas spécialiste de ces questions-là, déjà, dans le premier temps, et on n'a pas une bande passante pour répondre on a 80 membres aujourd'hui, c'est quand même compliqué de répondre à tout le monde indépendamment, mais c'est l'objectif en tout cas. Et ça, c'est quelque chose aussi que... en fait, on a parlé de gros acteurs, on a parlé de plein de choses, mais nous, quand on s'appelle Musique Tech France, c'est un réseau, donc on parle d'un secteur qui s'appelle Musique Tech. On est dans l'innovation pour la musique. Des gros acteurs qui vont générer des choses sans travailler avec la musique, pour nous, ça n'en est pas, de fait. Donc on parle d'un secteur quand même très sectorisé et en lien entre innovation et musique, et c'est des secteurs de collaboration. Ouais, Aurore. Oui, je voulais juste rajouter une nuance, c'est que je pense quand même que l'innovation, le droit d'auteur peut être un frein à l'innovation éthique. Parce que ce qu'on voit quand même et ce qu'on va devoir prendre en compte de manière sur l'aspect régulatory, sur comment on va légiférer pour que les gros acteurs rémunèrent les contenus dont ceux-ci se sont servis, ça va forcément avoir un impact sur tous les nouveaux petits acteurs dont tu parles, qui vont vouloir potentiellement développer des modèles technologiques, des innovations, IA ou pas, en prenant dès le début en compte l'existence du droit d'auteur et en permettant par exemple un exercice effectif de l'opt-out. Et ça, forcément, c'est un frein à l'accessibilité au marché parce qu'il faut travailler en amont sur négocier, obtenir des autorisations, etc. Donc, ce que je peux... Peut-être, pour ne pas être complètement biaisé dans notre discours, il y a quand même un frein en go-to-market quand on a envie de le faire de manière propre et éthique. Moi, j'ai une nuance par rapport à ça, donc on va débattre, c'est bien. Écoutez, quand une boîte de tech, par exemple, se lance sur un produit où, dans le domaine de l'Internet, on exploite les données, c'est ça l'or noir de l'Internet. Bon, les by design, par défaut, elle intègre dans ses spécificités la protection des données personnelles, le RGPD, qui est un texte assez lourd, assez compliqué. Moi, je trouve que c'est normal aussi, quand une IA se développe dans les industries culturelles, musique ou autres secteurs, qu'elle intègre dès le départ la donnée légale du droit d'auteur et les règles fondamentales. Ça n'empêchera pas, ces boîtes d'offrir des services innovants qui répondent à des besoins. Il faudra l'intégrer dès le départ. C'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne se lance dans un projet, quel qu'il soit, sans prendre en considération l'environnement réglementaire qui encadre cette activité. La difficulté, là je vais vous rejoindre, c'est quand les règles ne sont pas claires. Il arrive que sur des questions très importantes, les règles peuvent donner interprétation. Aujourd'hui, par exemple, la fouille de données, je vais prendre cet exemple très concret, c'est quoi le périmètre? C'est très discuté. On sait qu'en amont, si vous faites des opérations de fouille de données, ça rentre dans l'exception. Mais est-ce que, par exemple, l'exception qui a été imaginée il y a plus de 7 ans par le législateur couvre tous les usages d'intelligence artificielle et le fait de générer, par exemple, des contenus, je peux les appeler que comme ça, qui ressembleraient à des œuvres, à des presque œuvres? Ça, c'est une vraie question. Donc là, je peux comprendre la tension des nouveaux entrants par rapport à des sujets où les contours du droit sont sujets à interprétation. Mais le principe même d'intégrer un environnement réglementaire, c'est propre à toute activité. Marc, rapidement. Oui, non, je voulais juste... qu'est-ce qu'on met? Parce que tu as très bien pitché, évidemment, ce débat. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on met derrière le mot innovation? Qu'est-ce que c'est une innovation? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui, derrière son ordi, va générer 150 000 morceaux à la façon de Bob Dylan, Daft Punk, etc., les livrer sur une plateforme de streaming, les rendre accessibles, est-ce que c'est de l'innovation? C'est un grand débat, parce qu'en plus, on a amalgamé... J'ai pas la réponse, mais c'est vrai, c'est complètement... Derrière ce mot innovation, on a plutôt une sensation, un feeling plutôt positif, on va dire, qui lie la création avec quelque chose qui n'existe pas, mais qui serait plutôt positif. Mais ce que je viens de décrire, le cas qui, à première vue, n'est pas spécialement positif, hein, à mon avis, peut-être que certaines personnes vont penser que si, c'est positif d'inonder une plateforme avec 50 000 versions, 50 000 morceaux à la façon d'eux. Voilà, je pense aussi, ça, désolé, hein, moi, j'ai pas la casquette, je fais que 2 ans de droit et ça s'est pas très bien passé. Donc, comme je t'avais dit, je suis pas un expert
en propriété intellectuelle, mais bon, là, je pense que c'est aussi intéressant de remettre des mots, enfin des idées derrière ce mot innovation. Complètement, et c'est vrai que dans l'innovation, il y a cette idée de nouveauté par rapport à quelque chose de préexistant. On a tendance, du coup, avec cet amalgame et cette opposition, à opposer innovation et création, ce qui est aussi très discutable. Je veux revenir justement par rapport à la notion d'innovation éthique, ou cette idée de transformation, et avec cette histoire de les enjeux de consentement. Parce qu'on a parlé d'autorisation, mais de consentement des ayants droit et de rémunération, justement, pour l'utilisation de leurs œuvres. Et là, je vais me concentrer déjà sur des offres où la musique est est consommée directement par le public, que ce soit du streaming, du téléchargement, du physique, etc. David, quand on avait discuté un petit peu avant, tu peux revenir sur la notion de dilution et cet enjeu-là? Parce que c'est important. C'est ce qu'a très bien expliqué Marc à l'instant. À partir du moment où des gens qui utilisent l'IA pour générer des contenus les déversent sur les plateformes, et que certaines plateformes utilisent ces contenus, par exemple dans des playlists algorithmiques ou autres, se pose la question de la valeur des vraies créations par rapport à ces contenus. Alors on ne va peut-être pas interdire la présence de ces contenus, mais je pense que ça pose quand même un problème sur la responsabilité des plateformes dites traditionnelles sur lesquelles on va consommer de la musique. Est-ce que ces contenus, est-ce que le consommateur, par exemple, doit savoir ou pas, moi c'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, que le contenu qu'il est en train d'écouter, c'est un contenu généré par IA, parce que souvenez-vous des déclarations de Daniel Ek il n'y a pas plus de 2 mois, qui dit mais écoutez, moi je fais des playlists dans lesquelles il y aura des contenus IA et je m'en soucie peu parce que mes consommateurs ne s'en rendront pas compte. Et le pire, c'est qu'il a en partie raison. Et c'est quand même ça aussi la difficulté, la question qui se pose, la question de la dilution. C'est une vraie question qui nous préoccupe parce que c'est quand même, au fond, on a tous conscience que l'IA c'est un outil et que personne, aujourd'hui tout le monde l'utilise. Au-delà de la musique d'ailleurs, enfin c'est plus un enjeu ça, mais c'est comment on fait la distinction dans le domaine de l'art entre des gens qui utilisent l'IA comme un outil mais qui sont des vrais créateurs et des gens qui génèrent des contenus à la volée et qui viennent inonder les plateformes. Nous, on a eu quelqu'un chez nous qui a voulu déposer 240 000 œuvres. Ah, intéressant. Bon, moi, je vais vous donner un exemple. Jean-Jacques Goldman, dans toute sa carrière, il en a écrit moins de 1000. Et lui, en quelques jours, il veut en déposer 240 000. Ça, c'est un problème. Ouais. Voilà. Le livre dans lequel il y avait eu l'enquête sur notamment les propos de Daniel Ek, c'est Mood Machine de Les Pelly, qui est sorti l'année dernière. Marc, tu voulais rebondir et je voulais aussi t'interroger sur la question de genre, en fait, finalement, ce que vous faites chez Cobuzz, c'est de s'inscrire dans une démarche globale, mais tu voulais rebondir déjà. Oui, bien sûr. Non, je reprenais effectivement sur la citation de Daniel Ek. Oui, il dit mes abonnés, mes consommateurs s'en soucient guère, mais vous avez tous entendu parler là, de ce faux groupe Velvet Sundown. Là. J'ai vu un petit reportage assez marrant où le journaliste faisait un micro-trottoir, donnait un casque à des passants, leur mettait dans les oreilles, leur montrait la photo, donc évidemment générée par IA de ce groupe, en leur demandant ce qu'ils en pensaient. Et ils disaient « Ah, c'est cool, un peu 70s, un peu Fleetwood Mac, voilà ». Et après, il leur annonçait que c'était un faux groupe, etc. Et là, les gens étaient gênés. Donc je pense qu'effectivement, les gens ne sont pas gênés, peut-être s'ils entendent quelque chose sans savoir que c'est généré par l'IA. Peut-être que si on leur dit « Bah non, c'est pas un véritable artiste », à mon avis, je pense que certaines personnes... voilà. Donc par rapport à ces problématiques-là, oui, nous, effectivement, je disais, on a alors, je ne vais pas jouer uniquement le good cop, c'est-à-dire que oui, on a une démarche positive, je le disais, par rapport à la loi, par rapport aux signatures au contrat, et c'est exactement ce qu'on fait dans nos playlists. On a 26 000 playlists, elles sont toutes été faites à la mano, il y a 0 playlist algorithmée. La curation humaine, ce qu'on fait, la recommandation de mettre en avant des sélections, c'est aussi un moyen de zapper. Alors oui, on n'est peut-être pas dans l'innovation, finalement on fait la même chose que ce qui existe depuis des décennies, c'est-à-dire le disquaire qui dans son magasin préparait son facing en mettant ses vinyles, ses CD, etc., en faisant tourner. C'est un peu ce qu'on fait de manière digitale. Mais là où effectivement, si on rentre dans l'ère du numérique, c'est qu'on dresse, on va dire, nos algorithmes, parce qu'on utilise aussi des algorithmes et de l'intelligence artificielle chez Cobuzz, avec ces curations humaines, c'est-à-dire qu'on alimente nos algorithmes avec nos curations humaines, on alimente nos algorithmes avec des labels qu'on estime être sécurisés, des vrais labels, et il y en a assez pour remplir des recommandations. Enfin, vous savez très bien, vous êtes ici plutôt fan de musique, dans tous les styles, que ce soit du métal au baroque, de la deep house à la pop ou hip-hop, il y a des centaines et des centaines de labels qui font de la vraie musique avec des vrais artistes, et il y a assez pour remplir les recommandations, pour remplir les playlists. Il y a ça aussi, on a un tel, en fait, vous savez,
les DSP, les plateformes de streaming, sont livrées de plus de 100 000 titres par jour. Je crois qu'on parle même de 120 000 titres en ce moment. Ouais, 120, c'est 140, ce qui est délirant. Et la seule chose qui n'a pas changé, c'est que les journées font toujours que 24 heures, donc on aura même 200 000 titres, ça ne changera pas. Et il y a assez, je pense, de contenu, on va dire, beau. On peut utiliser aussi des mots, peut-être que ça paraît un peu désuet, quoi. Vrai, beau, qualitatif, artistique, pour remplir la curation, pour remplir les playlists, et des milliers de playlists, hein, sans problème. Juste une chose, et puis je vais faire rebondir Aurore. La question, c'est effectivement sur l'idée d'avoir une plateforme de streaming qui a une approche respectueuse, pas juste du droit d'auteur, mais des personnes qui composent et qui produisent ces œuvres. Donc c'est la curiosité humaine. Je cite Deezer aussi, qui justement, par exemple, fait ce filtre et ne met pas en avant toutes ces œuvres qui sont 100% créées avec IA. Alors, il y en a qui sont en partie créées, mais ça, c'est encore un autre débat. Aurore, tu voulais rebondir sur... Oui, je voudrais juste apporter une précision, parce que parfois, sur la notion juridique de droit d'auteur, en effet, il y a une réelle méconnaissance. Et il faut quand même expliquer quelque chose de fondamental, c'est que le droit d'auteur, en France, il naît sur une œuvre dès lors qu'on considère qu'il y a une empreinte substantielle humaine, l'empreinte de la personnalité d'un auteur qui peut être démontrée. Et le cas échéant, on peut revendiquer une protection par le droit d'auteur. À la différence du copyright américain, c'est une protection qui existe dès lors qu'on matérialise son œuvre. Donc en réalité, savoir si on est éligible à la protection du droit d'auteur, le test réel n'intervient que dans des contentieux judiciaires en contrefaçon. Ce qui est un peu plus difficile qu'aux États-Unis, par exemple, parce qu'on va vers l'US Copyright Office et il vous dit oui ou non, il y a une intervention substantielle humaine ou pas, et oui ou non, vous pouvez bénéficier du copyright américain. En France, c'est pas du tout la même chose. Ce qui me fait réagir là dans ce que vous dites, c'est que c'est toujours cette notion entre vrai art et faux art. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui sont des anciens vrais artistes et qui deviennent potentiellement de faux artistes parce que maintenant, ils créent. Alors moi, j'aime pas dire ils génèrent des œuvres IA. Et moi, je dis qu'ils travaillent avec assistés d'outils d'intelligence artificielle. Ça, je fais complètement la différence. Hein. Moi, je ne mets pas dans le même panier la personne qui va créer 250 000 titres à la manière. Et finalement, c'est pour ça que je faisais la référence avec le sampling. Moi, je suis un gros fan, surtout de l'âge d'or du hip-hop. À l'époque, justement, on utilisait encore beaucoup de sampling. Et pour moi, ce sont des vrais artistes. Et il y a effectivement des musiciens aujourd'hui qui utilisent l'IA comme un instrument, finalement. Oui. Je ne parle pas du tout de cela. Je ne les mets pas du tout dans le même panier que la personne qui va inonder. Et je pense que c'est là où le curseur et la granularité est hyper difficile. Et je pense que ça va être un vrai enjeu pour la SACEM, par exemple, de pouvoir dire à quel moment vous acceptez d'enregistrer dans votre portefeuille ces œuvres-là, à quel moment l'intervention humaine, vous la considérez comme substantielle. Et là, je suis un petit peu provocatrice, mais est-ce que c'est à la SACEM de prendre cette position, de dire là, l'intervention humaine est substantielle ou pas? Parce qu'en droit français, normalement, ça doit parvenir à une OGC de prendre ce genre de décision. Ça doit être jugé. Ça doit donner lieu à un potentiel débat judiciaire. Hop, la patate chaude. Alors, c'est une très bonne question. Elle va être traitée. On attend une décision de justice sur cette question. C'est une vraie question parce que la position des tribunaux, elle est très ambiguë sur ce point. Elle dit l'originalité, c'est pas à la SACEM de l'apprécier parce que c'est une notion d'ordre public. Alors moi, 2 observations là-dessus. Personne ne conteste que l'originalité, c'est une notion d'ordre public. Mais enfin, l'empreinte de la personnalité de mes 300 000 membres, je la connais pas. J'ai jamais eu l'occasion de tous les rencontrer, donc ça va être compliqué. Donc en réalité, quand vous appréciez l'originalité, vous ne faites pas comme ça. Vous regardez ce qui a été fait et vous regardez ce qui se démarque par rapport à ce qui a été fait. Et là, vous supposez qu'il y a une originalité. Deuxièmement, certes, pour l'instant, les tribunaux nous disent que vous ne pouvez pas apprécier l'originalité, mais vous êtes parfaitement habilité à demander quand vous avez une suspicion à une personne qui dépose, qu'est-ce qu'il a fait, quel a été son apport créatif. Donc la frontière entre demander à quelqu'un ce qu'il a fait, mais ne pas apprécier le résultat de ce qu'il a fait, c'est un peu ténu. Donc moi je veux bien qu'on m'explique qu'on n'a pas le droit d'examiner l'originalité, mais qu'on est parfaitement habilité en vertu de notre règlement général et en vertu d'une décision. On a une décision très importante sur le point qui a été confirmée. Donc voilà, donc il faut clarifier ce point. Moi, mon avis, c'est qu'on peut apprécier l'originalité. Bien évidemment, on peut se tromper aussi. Et si on a tort, en dernier ressort, c'est aux tribunaux de décider. Mais les tribunaux, très sincèrement, on va se parler franchement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander à des experts. Ils ne sont pas les juges, ils ne sont pas musicologues. Donc ils vont demander à un parterre d'experts qui va vous dire ah ben non, c'est original parce que ceci, ou pas du tout, parce que ça a été archi-fait, et au fond, il n'y a pas d'empreinte. Donc voilà, je veux dire, en réalité, c'est une question qui est éminemment technique. Chez nous, on a des experts de la musique, des musicologues hyper calés qui examinent justement les démarquages, l'originalité.
on donne des constats techniques, on n'est pas juridique. Quand quelqu'un vient se plaindre, par exemple, d'un plagiat, on dit oui, il y a des ressemblances caractérisées, mais il y a des antériorités, parce qu'il y a aussi plein de gens qui se prennent pour des génies, mais en fait qui ne font que reprendre ce qui a été déjà fait, mais c'est souvent le cas, c'est normal. Je veux dire, en matière musicale, il y a 12 notes, c'est ça? Donc forcément, ça se ressemble. Il y a un moment, mais ça va poser la question avec l'IA, à force de faire mouliner la machine, si je puis m'exprimer ainsi. La notion d'originalité va peut-être évoluer aussi. On n'aura peut-être plus on va peut-être plus placer le curseur au même endroit. Donc voilà, c'est des questions passionnantes qui interrogent nos fondamentaux. Et vous avez raison, là je vous rejoins. On ne peut pas faire un contrôle a priori de tout, ça c'est pas possible. En revanche, il y a des contrôles a posteriori, et les contrôles a posteriori, ils se génèrent bien évidemment quand il y a des contentieux, quand il y a de l'argent aussi en jeu. Parce que si vous avez fait 3 streams, bon, personne ne va vraiment s'énerver. Mais il arrive souvent que les contentieux, et sur l'originalité, et bien évidemment l'IA peut être un outil par des vrais créateurs. Et je connais énormément de créateurs aujourd'hui. On a fait nous une étude il y a 2 ans déjà, donc elle est quand même assez ancienne. 51% de nos sociétaires utilisent l'IA. Alors on ne sait pas à quel stade ils l'utilisent, si au stade de la création, au stade de l'enregistrement, au stade du mixage, au stade de la distribution ou même du marketing, parce que tout ça est mélangé. Il faudrait refaire l'étude, mais c'est déjà, tout le monde l'utilise, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, et je pense qu'il y aura quand même des créateurs, malgré les outils. C'est comme le sample, je suis entièrement d'accord avec ça. Le sample n'a pas empêché d'avoir de vrais créateurs. Mathilde, vous voulez réagir ou... En tout cas, cette idée la perception, en tout cas, de l'utilisation de la technologie, notamment de l'intelligence artificielle, ça c'est un sujet aussi quand même parmi. Donc, on n'a pas beaucoup de membres qui en font aussi évidemment. Et on est donc Music Tech France fait partie d'un réseau européen qui s'appelle Music Tech Europe. Donc, on n'est pas les seuls à faire ce genre d'action. Et en fait, on est assez vite sollicité sur ces questions-là aussi, mais même au sein même de l'industrie, c'est-à-dire qu'une startup qui avait utilisé de l'intelligence artificielle pour faire pour innover face à des labels, face à vraiment des professionnels, et ben même là, ça devient une vraie question. Et on est en lien aussi, entre autres, avec AIOK, qui est basé en Irlande, c'est comme un Fairly Trained, grosso modo. Donc, c'est vraiment mettre un label sur une intelligence artificielle utilisée en garantissant une certaine liste de critères. Si le dataset qui a été utilisé était autorisé, les personnes ont été rémunérées, etc. Ils ont tout un listing. Et en fait, de manière très intéressante, ils ont lancé ça l'an dernier, donc sur l'IA générative. Et les premiers à être venus les voir, c'est des gens qui faisaient du non génératif. Donc c'est des boîtes qui font du tagging de catalogue, par exemple, de faire mouliner donc sur toujours des datasets, mais pour automatiser des tags, des choses. Enfin, il y a eu d'autres solutions, mais les premiers à s'intéresser à ça, en fait, c'est ceux qui travaillent directement avec l'industrie musicale. Et c'était assez intéressant de voir qu'il y avait vraiment cette volonté de montrer quelque part un peu patte blanche, dire nous on fait les choses correctement, on est en train d'innover pour vous, donc on veut le faire avec vous. Il y avait vraiment cette dynamique-là. Donc cette perception, aussi bien côté industrie, elle se ressent aussi beaucoup. Tu veux peut-être expliquer par qui est porté AIOK? Oui, c'est vrai, pardon, je ne l'ai pas présenté, mais donc du coup, c'est basé à Dublin, c'est soutenu par l'Université de Dublin, et donc c'est un projet complètement public avec Martin Clancy, qui est un chercheur en intelligence artificielle, mais qui est aussi musicien, qui a eu un groupe, je crois, à un moment donné, qui est dans l'industrie depuis très longtemps, et qui du coup travaille avec une équipe bénévole encore sur ce sujet-là. Donc c'est quand même hyper intéressant, et ça a le mérite d'être totalement neutre. Il était venu il y a 2 ans sur une conférence avec toi sur les deepfakes et le consentement. Parce qu'on revient au consentement. Superbe transition, n'est-ce pas? Sur la question du consentement aussi, dans les cas où la musique, elle était, on va dire, appropriée, usurpée par une entreprise innovante, je vais mettre tous les guillemets d'usage, pour entraîner ces modèles et lui permettre de commercialiser un produit. Donc, c'est pas du tout pareil que quand c'est un accès direct au grand public, avec parfois vocation de se substituer aux créateurs, créatrices. Comment ça marche? Donc là, on a un peu évoqué cette histoire de négociation collective, de poids d'acteurs collectifs. David, est-ce que tu veux revenir un petit peu sur les quelques enjeux au niveau de la négociation collective aujourd'hui sur ces modèles d'entraînement pour compléter un peu ce que tu as déjà évoqué? Le principe, c'est qu'à partir du moment où vous vous entraînez sur des œuvres, que vous les fouillez, vous commettez, entre guillemets, un acte d'exploitation qui nécessite une autorisation, quelle que soit la fonctionnalité qui sera fournie en aval. Donc, à ce titre, on est bien fondé, nous, à aller négocier une autorisation, parce qu'on a exercé notre opt-out,
Et bien évidemment, cette autorisation, elle ne sera pas gratuite, elle sera moyennant une rémunération. Et comme tout est nouveau, on a aussi une chance, c'est que dans la directive qui nous encadre, on a 3-4 ans pour faire des contrats dits expérimentaux qui n'ont pas de valeur de précédent parce qu'on va apprendre. Donc, franchement, très sincèrement, le super modèle économique qui va sous-tendre toutes les activités de boîtes d'IA, je ne le connais pas. Et je crois que personne ne le connaît aujourd'hui parce que quand on constate les modèles, c'est qu'elles les investissent beaucoup et qu'elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. Mais il y aura forcément des acteurs qui vont en gagner beaucoup. Donc le marché va se stabiliser et on va apprendre, on va faire des deals expérimentaux, on verra bien. Mais le principe même de l'entraînement justifie qu'on intervienne. Après, bien évidemment, les fonctionnalités peuvent être diverses. Et c'est sûr que si l'objectif de l'IA, c'est de fournir des contenus qui viennent concurrencer, qui viennent diluer, entre guillemets, les vraies œuvres, c'est comme ça qu'il faut les appeler, mais bon, voilà. C'est la discussion tout à l'heure. Oui. Ça pose d'autres problématiques. Ça pose d'autres problématiques juridiques qui ne sont pas encore traitées et auxquelles il faudra s'atteler. On a des idées et il faudra avancer là-dessus. Mais aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré, le régulateur s'est beaucoup concentré sur la phase en amont, la fouille de données, l'entraînement, et n'a pas encore vraiment abordé les questions en aval, qui peuvent être celles de la dilution ou celles de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Donc il va falloir aussi travailler sur ces questions. Mais déjà, je dirais, abordons déjà l'entraînement. Aujourd'hui, on n'a pas de deal, hein, malheureusement. On adorerait en avoir. On a des discussions avec des gros opérateurs IA. On commence à comprendre avec les procès que ce serait quand même bien d'avoir des accords, mais c'est toujours comme ça. La SACEM, elle est née d'un procès. Oui. Et c'est l'histoire qui se répète, c'est normal. Donc voilà. Mais l'objectif, c'est pas de faire des procès. Je veux dire, les procès, ils sont longs, ils sont coûteux, ils prennent des années. Ils permettre à ces nouvelles boîtes innovantes de développer leur business tout en respectant les droits d'auteur. C'est le point d'équilibre. Oui. Quand je le dis ça a l'air un peu con, mais c'est ça l'objectif. Et c'est vrai qu'il est des fois difficile dans un marché qui évolue à atteindre. Mais je suis très confiant, hein, je suis très optimiste. On y arrivera. Très bien. Aurore, je voulais t'entendre aussi parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire sur justement ces histoires de négociation, du tempo, de monopole d'usage comme levier de déplacement des termes aussi d'un débat. Est-ce que tu peux donner un peu de perspective sur la manière dont ça se passe à grande échelle ? Déjà, il y a plusieurs sujets et c'est un peu ce qu'on se disait avec les acteurs qui sont arrivés en pillant le web, c'est que la SACEM a exercé son opt-out, mais en fait, c'était trop tard. Les modèles étaient déjà entraînés et il y a quelque chose qu'on sait, c'est que techniquement, les modèles d'IA qui ont été entraînés en pillant le web et en faisant fi de l'opt-out, on ne peut pas sortir les données, donc les œuvres qui ont été utilisées sans consentement préalable. Donc soit, en fait c'est hyper binaire sur ces modèles préexistants, soit on les shutdown, soit on met juste en place un système pour indemniser cette exploitation qui a été faite en violation des droits d'auteur. Donc déjà, ces acteurs-là, à mon sens, en termes de prospective de rémunération, de perspective, dans la mesure où les nouveaux acteurs vont potentiellement adopter des exploitations beaucoup plus éthiques du droit d'auteur, de l'opt-out, si on ne veut pas les freiner, ces acteurs émergents, par rapport aux acteurs préexistants, je pense qu'il va falloir faire déjà un système de rémunération, d'indemnité qui gère le passé, pour que les anciens acteurs payent, contribuent à la création. Ça me semble indispensable. Donc déjà, on va avoir quand même une double situation en fonction de comment avaient été entraînés les modèles. Et ensuite, sur la prospective, il y a un rapport hyper intéressant du comité de la propriété littéraire artistique qui a été fait par Alexandra Ben-Samoun, qui nous dit qu'en fait, on a deux choses qui sont à mettre en parallèle, c'est qu'il y a plusieurs façons de rémunérer le droit d'auteur. Ça va de la licence légale, c'est-à-dire obligé à rémunérer quoi qu'il arrive. Il y a l'exception compensée, c'est-à-dire faire des exceptions au droit d'auteur et compenser avec de l'argent, jusqu'à la gestion collective volontaire, les auteurs qui sont OK pour que ce soit géré collectivement, la gestion collective obligatoire. Et l'idéal, ce serait bien sûr d'avoir des négociations qui soient libres. Moi, personnellement, pour avoir beaucoup suivi le dossier des éditeurs de presse contre le moteur de recherche qu'on connaît tous, et l'avoir suivi du côté du gros, pour le coup, on voit que leur stratégie, c'est quand même de payer le plus tard possible.
En fait, c'est des business models qui ont été faits sur du freemium au début pour que les gens acceptent les modèles. On voit qu'ils sont en train de mettre en place des abonnements payants, donc ils sont en train de commencer à rentabiliser leur activité. Pour l'instant, ils ne sont pas rentables. Donc le but pour eux, c'est de payer le plus tard possible. Donc c'est des négociations. C'est pour ça qu'ils freinent des cas de fer sur les négociations et c'est pour ça que ça va prendre des années sur les éditeurs de presse. On l'a vu, après 10 ans de lobbying intensif des gros GAFAM, on a eu enfin cette exception de droit d'auteur qui prévoit un principe de rémunération proportionnelle, qui est le principe en droit d'auteur. Et en fait, l'inquiétude que j'ai, moi, sur ce sujet-là, c'est que sur ces systèmes qui sont complètement freemium, un peu comme le streaming, un peu comme les moteurs de recherche, on n'arrive pas à savoir l'assiette de calcul du droit d'auteur parce qu'ils vous expliquent que leur modèle, en fait, il est gratuit. Et obtenir ce genre d'informations de grosses sociétés américaines, on voit en tout cas avec le cas des éditeurs de presse que ça marche très très mal. Donc je suis d'accord qu'il faut préserver la liberté individuelle des auteurs de dire oui, je veux bien que mon œuvre soit soumise ou pas, mais je pense qu'aussi dans l'industrie culturelle de manière générale, il y a une réalité qui est qu'il faut rentrer de l'argent en fait. Il faut rémunérer les créateurs. Donc peut-être faire un système à deux vitesses sera quelque chose de plus pérenne pour l'industrie culturelle, musicale, etc. que de mettre des années à arriver à négocier des accords avec les grosses entités. Avant que je pose la question d'après, ça me fait penser qu'en fait, il y a des enjeux dans des négos où, en fait, dans certains cas, la musique est le cœur du modèle économique et dans certains, c'est un produit d'appel. Donc, effectivement, les négociations ne sont pas au même endroit par rapport à ça, en fait, en termes de valorisation de Mais ça, montant. c'est déjà le cas. Vous croyez qu'Amazon, la musique est au cœur de ces négociations, de ces préoccupations? Ils vous vendent quoi quand ils vous vendent un service vidéo ou un service de musique? Ils vous vendent un autre service. Et vous croyez que Apple, quand il a lancé iTunes, sa principale préoccupation, c'était de vendre de la musique ou des iPods? Donc voilà, ça c'est la stratégie commerciale des boîtes. Et c'est pas, ils ont la stratégie qu'ils veulent. Moi, je la juge pas. Je suis pas là je suis pas un redresseur de tort. Mais on trouvera les solutions. Je voudrais rebondir par rapport à ce que vous disiez, c'est intéressant. Il y a la gestion des droits et c'est vrai qu'il y a une vraie asymétrie, vous avez raison de le souligner. Quand on a besoin d'informations pour calculer la juste rémunération, qu'on ne les a pas, on ne peut pas l'inventer. Et la problématique, elle n'est pas que dans l'IA. Quand vous négociez avec une société comme TikTok, je peux vous dire, pour avoir les informations dont vous avez vraiment besoin pour calculer la juste rémunération, vous vous accrochez un petit peu. Donc moi, je pense que les droits, la gestion volontaire, il faut être souple sur les mécanismes. Il y a de la gestion collective, il y a de la gestion individuelle. Il faut laisser les titulaires de droits trouver la solution la plus adaptée. Et pour nous, c'est la gestion collective volontaire. C'est comme ça que ça marche. C'est l'ADN de la SACEM. Après, vous avez des outils de mise en œuvre des droits. Quand une boîte ne répond pas, elle peut prendre des sanctions. Par exemple, en Italie, sur les droits voisins, vous citiez l'exemple du droit voisin, la législation a encadré le dispositif qui fait que si vous ne répondez pas sous 30 jours, vous pouvez avoir une astreinte. Donc il y a des modèles qui accompagnent la négociation et qui en réalité corrigent l'asymétrie entre des gens qui ont besoin d'informations pour calculer la juste valeur de leurs droits et des gens qui détiennent cette information, qui n'ont absolument pas envie de la communiquer pour des raisons bien évidentes. Donc voilà, je pense qu'on peut trouver aujourd'hui des dispositifs. Vous avez souligné le rapport du CSP là, il est très intéressant, mais pour moi, il est très intéressant sur un point. Aujourd'hui, on a du mal, nous, à déterminer l'intensité de l'utilisation de nos répertoires, SACEM. Et la SACEM, elle ne représente pas toute la musique au monde. Quand une IA s'entraîne sur des œuvres américaines, je ne sais pas quoi, anglaises, allemandes et françaises, il n'y a pas que du répertoire de la SACEM. Donc c'est important pour nous d'identifier, entre guillemets, je vais utiliser un mot très business, part de marché, mais c'est ça qui est important. Et pour ça, on peut trouver des mécanismes, et ce rapport, par exemple, propose un système de présomption qui nous allégerait le fardeau de la preuve. Parce que c'est ça aussi, quand on va en procès, il faut pouvoir prouver. Donc tous les mécanismes qui viennent rendre plus effectif l'utilisation des droits sont les bienvenus. Et je pense qu'il ne faut pas se priver de réfléchir. Et je pense qu'indépendamment des questions européennes qui sont longues, complexes, et qu'on ne maîtrise pas tout le temps, on peut faire des choses au niveau national. Et moi, je pense que les politiques en France, s'ils veulent vraiment un IA vertueux, ils peuvent adopter des mesures qui ne contrarient pas le droit européen, mais qui viennent renforcer l'effectivité des droits d'auteur. Et ça, il faut vraiment qu'on travaille très rapidement sur ces questions.
Ça me fait penser qu'en parlant de la preuve, il y a certains procès, c'est parce qu'ils ont trouvé genre un message interne de Mark Zuckerberg qui disait que oui, effectivement, enfin bon, on en est là. Hein, donc, j'ai une des dernières questions pour vous, c'est en gros, bon, maintenant on fait quoi? Est-ce que c'est trop tard? Comment est-ce qu'on avance collectivement ou à votre niveau respectif? C'est quoi les prochaines étapes sur cette question? Je pense que chacun a sa part de responsabilité. On parle de contenus effectivement qui peuvent être éventuellement illégaux, etc. Mais comment on y accède en fait à ces contenus? Il y a ça déjà, c'est quand même la première question. Ça existe, mais si personne, on sait le pourcentage de titres qui ont 0 stream sur les plateformes de streaming. Je ne parle même pas de la parenthèse écologique, etc., qui serait un autre débat XXL. Demain. Voilà, Demain. bien, voilà. Mais c'est aussi un sujet. Donc c'est pour ça que je dis, bon, moi j'ai ma casquette de DSP de plateforme de streaming. Donc c'est quoi la responsable d'une plateforme de streaming là-dedans? Bon, je disais peut-être de ne pas justement mettre en avant dans ses playlists, etc., des contenus qui peuvent être illicites ou tendancieux, ou etc. Donc voilà, après, il y a aussi les distributeurs, les agrégateurs. Qui sont au début, qui étaient des petites structures et qui livrent des centaines de milliers, voire de millions de titres quotidiennement en disant de toute façon voilà c'est comme ça, et donc c'est des tuyaux. J'ai parlé des 120 000 titres livrés tous les jours. Évidemment vous doutez bien que le pourcentage de titres générés par IA est assez maousse là-dedans. Donc voilà, donc je pense que peut-être chaque acteur a aussi un petit peu sa responsabilité par rapport à l'avenir. Moi je suis pas spécialement sombre ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a sans doute on a je pense assez d'outils en main pour effectivement faire un peu barrière, pour essayer de contrôler. Il y a une surabondance, mais c'est pas qu'en musique, de biens culturels par exemple. C'est le tsunami, on a tous des listes de séries télé à voir, de livres à lire, de films à voir, et qui chaque semaine deviennent énormes, de disques à écouter. Enfin, c'est complètement délirant, quoi. Et je pense qu'effectivement, peut-être que l'humain, la curation, la sélection tout simplement, c'est déjà un moyen peut-être aussi faut un peu se repenser à revenir un peu sur Terre, quoi, en se disant voilà, c'est pas grave de pas tout écouter. C'est pas possible de toute façon déjà. C'est plus possible. Voilà, c'est plus possible. Donc, Mais surtout, c'est intéressant de parler de ça dans le contexte où, genre, la semaine dernière, OpenAI a lancé son réseau social Sora 2 avec que des contenus générés par IA. Enfin, après, je pense que chaque personne, consommatrice de musique ou de biens culturels, a sa responsabilité de faire ses choix aussi. Voilà, parce que ça, c'est effectivement un élément, je pense, on dit l'histoire est un éternel recommencement, et c'est sûr. Il y a une chose qui a changé quand même, là je rezoome sur la musique, c'est le profil du mélomane. Avant, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 types de profils de mélomane. Aujourd'hui, la façon de découvrir la musique, elle est multiple. C'est-à-dire, c'est TikTok, c'est je dégaine mon Shazam quand je suis au supermarché pour acheter mes croquettes, c'est un ami qui va en parler, encore un magazine éventuellement papier, ça existe encore. Enfin, il y a 1 milliard de sortes d'écouter. Donc je pense que ça crée effectivement des mélomanes différents, des consommations différentes. Et ça, qui peuvent être conscientes et exactement. Éthiques. Ou pas. David ? Je suis entièrement d'accord. Il y a une plateforme comme Cobuzz en est le meilleur exemple. Il y a une vraie éditorialisation. Et moi, je pense que à partir du moment où les plateformes de streaming musical offrent les mêmes contenus, parce que vous avez tous les mêmes contenus, c'est simple, la musique, c'est des nouveautés tous les vendredis, partout dans le monde, les mêmes. Le travail d'éditorialisation, de curation de la plateforme, c'est ça qui va faire la différence. C'est d'ailleurs été le succès de Spotify. Spotify, c'est qu'ils ont été très très bons en fabriquant des playlists dès le départ. Ils ont su, à une époque, se démarquer de la concurrence de cette manière, parce qu'ils avaient les mêmes contenus au même prix, quand même, parce que c'est aussi, il y a une uniformisation, il n'y a pas d'exclusivité. C'est pas comme dans le secteur de l'audiovisuel où ce que vous voyez sur Netflix, vous ne voyez pas sur une autre plateforme. Donc je pense que la curation... Et puis on a toute l'histoire de la musique, c'est ce que vous disiez, Marc. On a toute l'histoire de la musique dans une plateforme, dans un smartphone. Donc la curation, pour moi, ça va jouer un rôle nécessaire. Et dans la curation, la question l'IA va se poser. Les gens vont vouloir savoir s'ils écoutent des œuvres où il y a un vrai travail d'un être humain par rapport à des contenus qui ont été exclusivement, je schématise, générés par l'IA. C'est important pour le consommateur de le savoir. Moi, c'est quelque chose qui m'importe de la même manière. Excusez-moi, je fais le parallèle, peut-être pas très beau, mais au supermarché, vous avez votre Yuka et vous regardez aussi ce que vous mangez. C'est pareil, vous allez regarder ce que vous allez écouter. Et c'est parce que justement, les journées sont limitées, le temps d'écoute, vous ne pouvez pas tout écouter. Donc je pense que ça va être un enjeu. Les plateformes sont aussi porteuses de valeur. Et les professionnels doivent s'auto-réguler. Petite anecdote, mais il y a un parallélisme intéressant à faire entre la manière dont Yuka a perturbé, on se sont pris des procès de fabricantes, et là, on ne veut pas trop que ça va. Marc, et après Mathieu. Oui, non, je voulais juste dire, parce que prononcer le mot de supermarché,
l'histoire est un éternel recommencement. Une fois de plus, je pense qu'on retrouve au digital ce qu'il y avait au physique. Il y a 20 ans, on voulait acheter son CD, on pouvait aller chez Carrefour, supermarché. On voulait un truc un petit peu plus pointu, on allait à la Fnac. Et on voulait du encore plus pointu, on allait chez son disquaire. Je pense qu'on retrouve maintenant des services de streaming différents, avec des visages différents. Nous, on aime bien se présenter chez Cobuzz comme le e-disquaire. Voilà, je pense que Deezer, Spotify, chacun fait du bon boulot. Enfin, le but, c'est de ne pas se marcher sur les pieds, de proposer des approches différentes. Après, évidemment, si on ramène au sujet, ça c'est un autre problème, savoir dans le magasin comment vont être positionnés les produits IA. Est-ce que ça sera de la tête de gondole? Est-ce que ça sera près des caisses, au fond du magasin, en promo, pas en promo? Non, mais toute la question de l'éditorialisation, Bandcamp aussi, c'est-à-dire ces gens qui paient des journalistes, comme vous aussi, voilà, par rapport à cette valorisation de l'humain. Mathilde, est-ce que c'est trop tard? C'est quoi les prochaines étapes maintenant? C'est trop tard. Non. Doom, moment. Non, en tout cas, je dézoome un petit peu, mais les prochaines étapes, en réalité, c'est plus de connaissances, ce qu'on disait au début. En fait, c'est d'arriver aussi à trouver un moyen déjà de s'entendre et de comprendre un peu comment ça marche, sans être spécialiste tous du droit d'auteur demain. Mais il y a quand même une collaboration, quelque chose à créer. Donc ça, c'est le cœur de Musique Tech France, donc on le fait nous déjà de base. Mais ça mérite d'être poussé, d'avoir de la ressource à disposition. C'est des choses assez concrètes là, mais comme on disait, redescendons sur Terre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Peut-être donner effectivement, comme le rapport qui est sorti, que vous avez mentionné, qui est super. Je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait lu dans la tech qui s'adresse à la musique, mais ce sera intéressant. Mais il y a besoin un peu de visibilité à mon sens. Et d'un autre côté, c'est aussi de comprendre un petit peu aussi les enjeux, de s'y intéresser. Typiquement, rapidement, nous, on a fait un rapport au niveau européen sur l'intelligence dans le live. Donc, on a l'intelligence artificielle dans le live. Et en fait, au départ, on voulait faire un mapping de ce qui existait. On s'est vite rendu compte qu'il y avait très, très peu de choses. Donc, en fait, on a retourné notre projet. On l'a quand même sorti, bien sûr, ce mapping. Mais on est plutôt allé voir les gens du live en disant, mais vous avez besoin de quoi, en fait? Parce que, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous n'en avez pas besoin? Pourquoi il n'y en a pas? Et c'est devenu un rapport sur les besoins de la filière en termes d'intelligence artificielle. Bon, à terme, en réalité, de data. Mais c'était un sujet. Et en fait, on s'est dit, voilà, cette méthodologie-là, elle marche très, très bien. Il n'y a personne qui est réfractaire à parler au moins de ça. Donc, d'arriver à trouver des moyens de collaborer autour de ressources disponibles, c'est première étape, en tout cas, côté Musique Tech, ça aiderait énormément à prendre un petit peu la mesure de ce que peut être le droit d'auteur, etc. Oui, d'assurer que la question du droit d'auteur arrive le plus en amont possible et de normaliser ça comme une... Voilà, ça fait partie d'un process global, quoi. Que ce soit pas le gros truc opaque dont on ne sait pas trop s'occuper, quoi. Donc, évidemment, c'est démystifier un petit peu la chose et le rendre accessible. Aurore ? Moi, je suis un peu plus... un peu plus dark. Parce que, en fait, il ne faut pas oublier que tout ça s'inscrit dans des rapports géopolitiques et économiques qui sont hyper forts et que Emmanuel Macron était l'un des derniers à avoir envie de signer l'IA Act pour des questions de compétitivité économique. Donc, il y a ce que les industries culturelles veulent. Il y a ce dont les auteurs ont besoin. En ce moment, il y a une mission flash auprès de l'Assemblée nationale sur la rémunération des auteurs pour essayer de voir comment on peut les rémunérer même sur la phase de développement et pas que sur la phase d'exploitation. Donc il y a des réflexions qui sont faites. Mais à un moment, ce sont des projets à porter en même temps que les sujets de compétitivité économique de la France et de l'Union européenne vis-à-vis d'acteurs mondiaux comme la Chine ou les États-Unis qui s'embarrassent beaucoup moins de principes éthiques que nous, où le droit d'auteur est protégé de manière extrêmement différente, beaucoup moins bien rémunéré ou valorisé, ou de manière très différente. Donc, sur le principe, il ne faut pas avoir peur, ça va venir, ça prend du temps. Mais je pense qu'à un moment donné, et c'est ce qu'on a vu avec les éditeurs de presse tout à l'heure, on vous parliez des astreintes qui peuvent être faites pour les obliger à payer. Sur les éditeurs de presse, Google s'est pris 750 millions d'euros d'amende par l'autorité de la concurrence, et ça ne l'a pas pour autant poussé à divulguer ses assiettes de rémunération, ce modèle économique. Ça a mis du temps. Et donc, ils ont quand même signé. Hein. Mais entre-temps, il y a beaucoup de petits médias qui ont disparu. Et donc, c'est toujours pareil, c'est que ça va faire quand même... Les acteurs forts, les gros de l'industrie vont rester. Les plus petits, comment on met quelque chose en place de vertueux pour que ça ruisselle rapidement? C'est pas un sujet que juridique, c'est un sujet qui est aussi géopolitico-économique. D'autant plus que sur la partie, si on prend vraiment la dimension purement géopolitique et de géographie, si on prend les États-Unis, c'est un pays, la Chine, c'est un autre pays, et l'Union européenne, c'est plein de pays. Donc effectivement, le temps qui fait défaut, le fait de jouer en face sur le temps pour avancer et que le temps qu'une décision de justice soit rendue,
ça pose un problème parce que parfois elle est presque déjà anachronique. C'est vrai qu'il y a des enjeux de trésorerie, on va dire aussi, et pas que, enfin géopolitique et de trésorerie, et que de coupler les deux par rapport à des enjeux aussi économiques au niveau national et régionaux, on va dire, complique la donne. Effectivement. Mais on va rester positive parce que c'est une implication de tout le monde. Je vois l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? J'ouvre un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions? Je répète. Oui, une question. Est-ce que quelqu'un peut amener un micro? Voilà. Bonjour. Est-ce que vous avez les moyens de contrôler que l'opt-out que vous avez exercé est bien respecté? Oui, parce qu'on a identifié avant d'exercer l'opt-out, on a fait un mapping des sociétés qui, alors on n'a peut-être pas identifié toutes les sociétés, mais on a quand même, il n'y en a pas non plus 15 000 qui ont une activité significative. Donc on est entré en contact avec ces sociétés. Donc on verra bien. Mais vous savez, contrôler, c'est pas contrôler tout le monde tout le temps. C'est choisir, entre guillemets, les acteurs pertinents pour créer des précédents, et après ces précédents font des petits. Mais c'est tout le temps comme ça. Je veux dire, vous allez d'abord les chaînes de télé, vous allez négocier avec TF1, M6 et Canal+, et puis après les chaînes locales, vous créez un modèle que peut-être que vous devez adapter, et ça se passe comme ça. Ça se passera exactement comme ça avec l'IA. Vous allez d'abord appréhender les 3-4 acteurs. En matière de streaming, vous avez 5 acteurs. C'est tout. Vous n'en avez pas d'autres. Vous avez des micro-sites, bien sûr, mais ils sont, d'un point de vue, ils sont sous le radar, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, bien sûr, il faut aussi une autorisation et rémunérer les artistes qui sont exploités sur ces micro-sites. On le fait après. Mais d'abord, on part au plus urgent. Et nous, on a bien identifié les key players, si je puis m'exprimer ainsi, les gros acteurs de l'IA, pour pouvoir entrer en négociation avec eux. Et on compte d'abord là-dessus. Il faut d'abord s'occuper du principal. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Encore 1 minute. Pas de questions? Très bien. Du coup, est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose avant la conclusion? Donc, si je résume, pour rester sur du moins doom, mais pas un peu de lumière, en gros, le problème est complexe, il n'y a pas une seule réponse, et donc c'est à chacun, chacune de se concentrer sur ce qu'on peut faire à son niveau. Et c'est un ensemble de forces et de volontés qui font qu'on va déplacer le curseur dans la bonne direction, définition bonne, celle qui respecterait le droit d'auteur et qui permettrait aux gens qui innovent de ne pas se sentir punis. Moi, j'ai juste une nuance où je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je pense qu'il y a quand même une responsabilité des pouvoirs publics. On ne peut pas rester aujourd'hui dans une situation d'entre-deux où on a des principes qui ont du mal à entrer en vigueur, de devenir effectifs. Et je pense qu'il faut réaborder la question, tant au niveau national qu'européen, mais d'abord au niveau national, parce qu'il y a des choses à faire qui ne sont pas trop compliquées, qui peuvent changer la vie des titulaires de droit, pour améliorer le dispositif, parce qu'on souffre énormément de l'opacité des opérateurs d'IA en la matière. Et si on arrive à résoudre cette question de la transparence, on réglera, je pense, beaucoup de choses, mais il faut le faire. Et si les acteurs de l'IA ne le font pas volontairement, comme vous le disiez, traînent des pieds, parce que c'est leur intérêt économique de traîner des pieds, je pense que le politique doit prendre ses responsabilités. Donc voilà, il y a quand même un axe stratégique dans ces prochains mois, c'est qu'on obtienne la vraie transparence nous permettant de négocier, tout en développant l'IA, parce qu'il ne s'agit pas de brider l'IA. Et si on n'y arrive pas, il faudra une régulation. Donc c'est une très belle conclusion. Ce n'est pas ce sujet, le droit d'auteur est-il un frein à l'innovation? Ce n'est pas juste une question économique et juridique, mais aussi éminemment politique. Merci. Merci.